C'est terrible pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui de se dire en fait j'ai eu un diplôme, mais à cause d'un contexte que je ne maîtrise pas, je vais moins gagner, je vais avoir un moins bon niveau de vie parce que je suis dans cette petite tranche qui a eu son diplôme au mauvais moment. Exactement. Pourquoi les jeunes posent-ils des problèmes? Parce qu'on est d'une complaisance folle avec eux. Le président a dit c'est dur d'avoir 20 ans. Oui, mais enfin le virus c'est dur aussi. En 1914 c'était dur d'avoir 20 ans. Si le ministre de la Santé a alerté hier sur les risques pris par la jeunesse, le message ne semble plus passer. Du virus chez les jeunes, est-ce qu'il y a une irresponsabilité de leur part? Les jeunes ont parfaitement compris la première partie de la phrase et pas la deuxième. Donc bien sûr que les jeunes peuvent être une source de désobéissance qui peut nuire à la société tout entière. Vous êtes heureux de ce discours victimaire? Parce que d'un côté, on vous victimise ou on vous juge irresponsable. Qu'est-ce que vous préférez? C'est eux qui entretiennent la guerre de la génération. C'est eux. Moi, je suis choqué par ce qu'on dit sur les étudiants. On a ce discours de jeunes qui sont soi-disant des fêtards, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui sont angoissées, qui travaillent dur, qui ont du mal dans les milieux urbains. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Et c'est pas que Paris. Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Rennes, toutes ces villes sont beaucoup plus chères. Donc le fait de ne pas avoir créé d'emploi pour les jeunes, je pense que c'est la chose, à mon avis, la plus grave qui aura des conséquences sur cette génération pendant des années et des années. On m'a aussi posé des questions pour savoir si cet étrange t-shirt que j'avais il y a quelques jours signifie quelque chose politiquement. Donc je vois que l'été permet quand même de rire, heureusement. On ne demande pas un type qui fait le guignol sur les réseaux sociaux, on demande quelqu'un qui prenne une décision. Les jeunes sont individualistes, égoïstes, désinvestis, accros aux réseaux sociaux et surtout, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ces poncifs, on les retrouve souvent dans la bouche de nos aînés qui nous reprochent de ne pas nous bouger. Et pourtant, la situation économique du pays rend la vie difficile aux jeunes Français. Être jeune en 2021 en France, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'études, d'emploi ou même d'achat immobilier? Pour en discuter, j'accueille David Kayla. David Kayla, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université d'Angers et membre du collectif des économistes atterrés. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Populisme et néolibéralisme aux éditions Debox Supérieur. Et au début de l'année 2021, vous avez écrit cette note, 2008-2018, une décennie perdue pour la jeunesse et les actifs. Alors, une question un petit peu d'actualité pour commencer cet entretien. Comment la crise du Covid a-t-elle frappé les jeunes? Et puis surtout, les jeunes, quand on parle des jeunes, c'est qui en France? Alors, on a tendance à dire que c'est les populations qui ont entre 18 et 25 ans. Moi, j'élargirais. Je dirais 30-35 ans, parce qu'aujourd'hui, on est jeune tant qu'on n'a pas de CDI, tant qu'on n'a pas d'emploi stable, tant qu'on n'a pas fondé une famille. Et aujourd'hui, l'âge du premier enfant, c'est à plus de 30 ans. Donc, ça on peut aussi ne plus être jeune et pas avoir fondé une famille. Oui, mais il y a des problèmes spécifiques qui se passent quand on a une famille. C'est-à-dire que là, l'obligation, on va dire, d'avoir un travail stable devient beaucoup plus importante. D'ailleurs, très souvent, ce qui se passe, un logement aussi stable, ce qui se passe, c'est que les gens ne font pas de famille tant qu'ils n'ont pas un travail stable, un logement stable. Et le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile d'arriver à cette stabilité. Donc, l'âge des jeunes, de mon point de vue, c'est plus tellement 18-25 ans, c'est plutôt 18, 30, 35 ans. Notamment en milieu urbain, ça peut être bien plus tard, parce que les loyers étant ce qu'ils sont, la capacité qu'on a de fonder une famille et de se stabiliser dans la vie n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et alors, cette jeunesse, elle a été particulièrement frappée par la crise du Covid. On a parlé parfois même de jeunesse sacrifiée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Oui, je pense qu'on peut utiliser le terme jeunesse sacrifiée. Il y a un sacrifice. Alors, le principe du sacrifice, c'est une opération virtuelle qui vise à, quelque part, dans un système religieux, à essayer de, quelque part, de faire peser les malheurs du monde sur une personne qu'on va sacrifier aux dieux. Alors, c'est peut-être pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais tout de même, il y a un côté sacrificiel dans la génération, c'est-à-dire que l'essentiel du coût de la décroissance ou de la crise de 2008 a été payé par les jeunes, un peu comme si c'était une forme de rédemption de la part de la société qui sacrifie ces jeunes pour essayer de survivre elle-même. Dans le cadre du Covid, puisque c'est quand même oui, alors dans le cadre du Covid, très restreinte. Oui, dans le cadre du Covid, alors les jeunes, ils ont été très affectés. D'abord parce que ce sont eux qui ont les emplois les plus précaires. Or, les personnes qui étaient en CDD ou en fin de contrat n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel, qui est quand même la mesure qui a le plus aidé les personnes et les revenus des familles.
Donc tous ceux qui étaient en contrat non CDI, en fait, ils ont perdu des recettes sans forcément réussir à être compensés par l'État. Ils n'ont évidemment pas pu retrouver du travail, puisque la période de Covid, je parle notamment de 2020, c'était une période où il n'y avait pas de recrutement, parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Donc maintenant, ça reprend, mais pendant des mois, ça a été compliqué. Donc là aussi, ça pèse sur les jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail, qui sont en contrat à durée déterminée. Et puis les jeunes, c'est aussi les étudiants qui ont beaucoup souffert, parce que les études ont été là aussi assez sacrifiées. On a fermé les universités, on n'a pas fait passer le bac en 2020, et on a fait une version légère du bac. Je ne pense pas que ça favorise les lycéens d'avoir un bac de seconde catégorie, parce que quelque part, ça ne fait que repousser la difficulté sur les études supérieures d'après. Et sur les étudiants, ça a été pareil. On a eu des enseignements à distance, on a eu des fermetures de fac. Et quand on a 18-20 ans, l'université, c'est quand même un milieu de socialisation extrêmement important. C'est le moment où j'ai pas envie de dire simplement on se fait des amis, c'est plus important que ça. On n'apprend pas à l'université et en général dans le supérieur uniquement par un face-à-face avec son prof. On apprend avec ses autres copains, copines, étudiants. On apprend en posant des questions aux enseignants, mais aussi à ses camarades qui peuvent avoir mieux compris que soi. On s'explique, on s'entraide. Tout ça a disparu avec les cours en ligne. Donc, il y a eu une grande détresse étudiante pendant cette crise qui a été mise en exergue sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'étudiants en particulier qui se disaient dépressifs, qui disaient décrocher de l'enseignement. Et donc on a beaucoup parlé de ces étudiants. Vous le soulignez également, c'était très compliqué pour eux, mais c'est pour l'ensemble de la jeunesse que ça a été particulièrement complexe, notamment les plus précaires. C'est-à-dire, on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire une bonne partie des jeunes et ceux qui avaient des emplois précaires qu'ils ont pu perdre sans forcément avoir de compensation pendant cette crise. Comment la crise a affecté l'ensemble des jeunes sans se focaliser uniquement sur les étudiants ? Non, mais on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le jeune est plus précaire que la population normale. C'est des personnes qui cherchent à s'insérer sur le marché du travail. Un marché du travail qui est quand même très compliqué aujourd'hui, parce qu'on a beau avoir un chômage de 8-9%, alors on nous dit, regardez, ça va mieux qu'avant, sauf qu'on ne se rend pas compte que derrière ce taux de chômage, qui certes a été à des niveaux plus importants, il y a une difficulté pour rentrer dans la stabilité professionnelle qui touche essentiellement les jeunes. Et donc, il ne faut pas regarder juste le taux de chômage à distance, en regardant, 8-9%, il faut regarder le taux de chômage chez les jeunes. Et il faut regarder aussi la difficulté qu'on a avant d'avoir un boulot à plein temps. Quel est le taux de chômage chez les jeunes aujourd'hui ? Alors, ça dépend de la qualification, mais on est plus proche de 20-25% que de 10%. Et là aussi, c'est très hétérogène, le public jeune. On a aussi tout un ensemble de populations, notamment chez les jeunes, qui ne s'insèrent pas sur le marché du travail, qui renoncent, donc ils ne sont plus comptabilisés comme chômeurs, parce qu'ils ne sont plus à Pôle emploi. Le problème des jeunes aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'indemnité chômage, parce qu'ils n'ont jamais travaillé, ou ils n'ont pas suffisamment travaillé pour que ça leur ouvre des droits au chômage. Donc, parfois, ils n'ont pas toujours d'intérêt à venir s'inscrire à Pôle emploi. Donc, on perd leurs statistiques. La jeunesse qui est le plus éloignée du marché du travail, ce sont les personnes qui, parfois, ont totalement abandonné les études. En tout cas, quand on pense aux difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui, effectivement, on pense à ce marché de l'emploi. Si on devait établir une comparaison avec peut-être le marché de l'emploi il y a 30 ou 40 ans, quelles sont les différences ? Est-ce que c'était plus simple de trouver du travail dans les années 80 ou 90 ? Alors, les années 90, c'est quand même des années compliquées, parce qu'il y a la crise de 93... mais ce qui s'est passé, par exemple, si on prend les années 90, on est vraiment au-delà des 30 Glorieuses. On a déjà du chômage de masse à ce moment-là, mais on a l'État qui, en 97, annonce, avec la victoire de la gauche aux élections législatives, qui annonce de 500 000 emplois jeunes. Et l'emploi jeune, ça permet quand même d'insérer, alors c'était des emplois publics ou parapublics, mais qui étaient des contrats de 5 ans, avec une certaine visibilité, payés au moins le SMIC, et des contrats à plein temps. Là, aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que la situation de la jeunesse était difficile dès les années 90.
mais on avait des politiques d'insertion active, de recrutement de jeunes dans la fonction publique ou dans ce type d'emploi aidé qui étaient des emplois parapublics. Est-ce que la nature des emplois a changé? Parce qu'on a observé quand même une multiplication des CDD, des intérims, de ces contrats qui sont précaires et instables. Est-ce que ça touche plus les jeunes? Alors bien sûr, ce qui est déterminant dans l'emploi, ce n'est pas que le niveau du chômage, c'est aussi les qualités des rémunérations et la question de la stabilité de l'emploi. Clairement, on a une précarisation de l'emploi depuis les années 80, précarisation qui en fait ne cesse de continuer. Alors ce qui est au cœur de la précarisation, on l'oublie toujours, c'est aussi la désindustrialisation. Parce que les emplois bien payés, c'est les emplois industriels. Les emplois de service sont souvent beaucoup plus précaires, beaucoup moins bien payés. Un ouvrier dans l'industrie, il gagne beaucoup plus que le SMIC. Une caissière de supermarché, c'est souvent des femmes qui ont ces emplois dans le tertiaire. C'est le SMIC, et souvent le SMIC horaire, mais pas le SMIC mensuel, parce qu'elles travaillent 25, 30 heures par semaine. Donc là, on va se retrouver avec des catégories de personnes qui ne vont pas être comptabilisées comme des chômeurs, mais qui vont toucher beaucoup moins et qui auront des emplois qui sont beaucoup plus précaires. Alors, et est-ce que ça touche plus les jeunes? Ça touche beaucoup plus les jeunes, bien sûr. L'intérim fonctionne essentiellement avec des personnes de moins de 30 ans. Souvent, d'ailleurs, c'est une stratégie qui peut être assumée, d'ailleurs, de la part de certaines personnes, de faire de l'intérim parce que c'est mieux rémunéré au taux horaire, et ça permet aussi de trouver des entreprises, de multiplier les entreprises pour trouver l'entreprise où on va chercher à rester après en temps plein. Donc, alors l'intérim est parfois choisi, parfois subi, bien sûr, mais globalement, la période de précarisation qui précède l'emploi fixe, elle est de plus en plus longue. On l'a encore plus dans la fonction publique aussi. Pareil, parce que la fonction publique, c'est beaucoup de précarité avant d'accéder. Pensez aux enseignants, qui sont quand même une grande partie de la fonction publique d'État, qui commencent par faire des cours, par-ci, par-là, par faire des remplacements, et qui finissent par être titularisés, parfois longtemps après. La recherche, c'est encore pire. On a des personnes, des jeunes chercheurs qui font 5 ans, 10 ans de contrats précaires avant de réussir à être titularisés. Donc ça c'est clair que la qualité de l'emploi s'est beaucoup dégradée depuis les années 80, notamment sous d'ailleurs la pression des réformes du marché du travail qui ont été mises en place par les gouvernements néolibéraux. Donc nécessairement, cette dégradation du marché de l'emploi, pas seulement en termes de pourcentage de chômage, mais tout simplement en termes de qualité d'emploi, ce que vous venez d'évoquer, elle a nécessairement des conséquences sur le niveau de vie de cette nouvelle génération. Est-ce que ça a un impact également sur la possibilité d'accéder à la propriété privée, c'est-à-dire d'acheter? Il y a eu une transformation de l'immobilier entre les années 90 et les années 2000. En gros, à partir des années 2000, on a une explosion du marché immobilier dans toutes les métropoles, et bien sûr à Paris en particulier. Et ça va toucher directement le revenu des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes sont plus urbains que la moyenne de la population, déjà. Ils vivent plus en ville comme Paris, les grandes métropoles. C'est là où il y a les universités, c'est là où il y a la vie sociale, c'est là aussi où on trouve du travail. Une fois qu'on a son CDI, on peut commencer à aller plus loin, mais il faut trouver, et parfois il faut monter en région parisienne pour beaucoup de jeunes pour réussir à s'insérer dans le marché du travail, pour se donner en tout cas toutes les chances. Et ça, cette pression vers les métropoles a entraîné une explosion des prix de l'immobilier qui ont quasiment doublé. Alors ça, c'est une moyenne. Il y a des villes dans lesquelles ça a plus augmenté que d'autres. Évidemment, à Paris, depuis 95. 95, c'est le creux. Ça a beaucoup augmenté. Et clairement, aujourd'hui, la capacité d'un jeune à acheter est très très faible. En fait, si vous voulez acheter sur Paris aujourd'hui, il faut déjà être propriétaire. Parce que là, vous revendez avec évidemment profit votre appartement, votre bien immobilier, et vous pouvez reacheter. En fait, le marché parisien aujourd'hui, il n'est même pas accessible, à l'achat en tout cas, au salaire médian d'un cadre supérieur à 3 500 € par mois. Donc, un couple qui a 7 000 € de revenus ne peut pas acheter un appartement sur Paris pour avoir des enfants. D'ailleurs, ça pose un problème dans la fécondité.
J'allais y venir justement en conséquence de tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a beaucoup de jeunes, et il faut également prendre en compte l'anxiété par rapport au changement climatique, évidemment, mais il y a de plus en plus de jeunes qui décident de ne pas avoir d'enfants, pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils estiment que c'est pas possible. En tout cas, pas dans de bonnes conditions. Alors, c'est quelque chose qu'on observe, ça, en termes statistiques ? Alors, on observe statistiquement que la baisse du taux de fécondité en France, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, puisque le taux de fécondité était élevé depuis les années 2000. On a eu le baby-boom de l'an 2000, et puis ça a duré comme ça pendant pratiquement 20 ans, moins de 20 ans. Et depuis 2018, on voit une baisse continue du taux de fécondité en France. Pour moi, c'est clairement lié aux difficultés. Alors, on peut les résumer, les difficultés. La génération, depuis 2008, les jeunes de moins de 30 ans, 18-30 ans, en 2008-2018, entre 2008 et 2018, ont perdu en revenus. C'est-à-dire que la catégorie moins de 30 ans a perdu 3,3% de ses revenus, alors que la même jeunesse, les moins de 30 ans, entre 98 et 2008, avait gagné 16% en revenus sur les 10 années. Donc là, on a un effondrement des revenus des moins de 30 ans, qui est lié, à mon avis, en grande partie à la précarité, évidemment à la crise, parce que quand vous sortez d'université avec votre master en 2008 et que toutes les entreprises arrêtent de recruter, évidemment, vous êtes un an au chômage. Et après, quand l'emploi reprend en 2010, là, le problème, c'est que les petits jeunes qui viennent de sortir de master, eux, ils vont être pris en priorité. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des effets générationnels, c'est-à-dire ceux qui ont eu leur diplôme à 22-23 ans. Je parle de master parce que pour eux, c'est là où c'est le plus visible. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent prétendre à des hauts salaires. Et s'ils ne trouvent pas de recruteur au bout d'un an, eh bien, ils ont perdu leur chance. Et c'est la génération d'après qui va prendre leur boulot. Parce qu'ils n'auront pas plus d'expérience qu'eux, même ils sortiront de leur stage. Donc, on va prendre le stagiaire qui vient de terminer son master. C'est dur ce que vous dites pour les jeunes qui ont eu leur master en pleine crise Covid. Mais ça se voit statistiquement. On peut mesurer statistiquement qu'une génération qui a eu son master au moment de la crise, de 2008-2009, va, 10 ans plus tard, avoir toujours moins de revenus que la génération, par exemple, qui a eu son master en 2007. Et on peut s'attendre au même effet pour ceux qui ont eu leur diplôme en 2020. Là, les entreprises ne recrutaient pas. C'est terrible pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui de se dire, en fait, j'ai eu un diplôme, mais à cause d'un contexte que je ne maîtrise pas, je vais moins gagner. Je vais avoir un moins bon niveau de vie parce que je suis dans cette petite tranche qui a eu son diplôme au mauvais moment. Exactement. Et alors là, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un autre master. Ils peuvent faire un deuxième, mais certains font ça. Mais évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Donc parfois, ils vont rabattre sur leurs revendications. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu d'être recrutés à un boulot de type Bac+5, ils vont prendre un boulot de technicien, ils vont faire des stages parfois. Mais le problème, c'est que du coup, ils vont se dévaloriser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont donner comme indicateur à leur futur employeur, regardez, après mon diplôme, j'ai pas réussi à trouver un boulot d'ingénieur ou de master, et donc j'ai pris un boulot de Bac+3. Et donc, spontanément, les employeurs vont penser que cette personne, elle vaut que Bac+3. Le diplôme va disparaître derrière le CV, en fait. Et là, il aurait fallu faire quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il aurait fallu que le gouvernement recrute. L'emploi privé, il ne fallait pas y compter en 2020. On comprend, les entreprises n'allaient pas recruter alors qu'elles étaient dans l'incertitude absolue de l'avenir. On reviendra un petit peu plus tard sur les potentielles solutions qu'on pourrait apporter à cette crise de la jeunesse. Mais pour revenir toujours sur cette crise de la fécondité que je trouve très intéressante, vous disiez, parmi les raisons qu'il y a donc cette précarité liée au marché de l'emploi. Quelles sont les autres raisons ? Déjà, et puis il y a l'immobilier. Mais alors l'immobilier, là aussi, il faut distinguer les métropoles du reste de la France. Parce que la jeunesse ne vit pas qu'en métropole. En métropole, on va voir la jeunesse éduquée à Bac+5, et c'est elle qui souffre le plus, en fait. La jeunesse qui vit dans les petites villes ne voit pas d'augmentation du prix de l'immobilier, et je vais vous dire qu'avec le SMIC, on peut acheter un appartement. On pouvait, en tout cas, à Angers, dans ma ville, qui n'est pas une petite ville, qui est une ville moyenne, on pouvait acheter un appartement avec le SMIC, tout seul. Donc ça, je l'ai vu. Ça. Donc, je suis peu sûr que ça soit possible, parce que les prix ont beaucoup augmenté à Angers. Donc il y a quelques années, on pouvait le faire. On peut encore le faire dans certaines petites villes. Donc il y a toute une jeunesse rurale
qui peut tout à fait fonder une famille en étant payé au SMIC, voilà, globalement. Par contre, dans les milieux urbains, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Et c'est pas que Paris. Hein. Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Rennes, toutes ces villes sont beaucoup plus chères. Et Lille aussi est une ville très chère. Et donc là, alors parfois, on peut se mettre en couple et réussir à s'en sortir, mais tout le monde n'a pas la possibilité. Tout le monde ne veut pas non plus, hein, parce que là aussi se posent des questions d'indépendance qui peuvent être importantes. Donc évidemment, ça joue sur la fécondité. Les enseignants du secondaire qui vont enseigner dans la région parisienne, ils sont obligés de se faire des colocations à 3, 4, pour réussir à vivre dans une ville comme Paris. Alors qu'ils sont à Bac+5, ils ont eu un concours. Ils ont, Bac+5, et ils ont un concours, et ils ont une indemnité de résidence de 3% de leur salaire brut. C'est ça, la fonction publique, l'indemnité de résidence. Comme si ça coûtait 3% de plus de son salaire de vivre à Paris par rapport à une petite ville, quoi. Mais c'est important de noter que, du coup, c'est pas du tout la même vie qu'on peut avoir quand on vit dans une petite ville que quand on vit à Paris. Mais alors, évidemment, ça pose problème aussi, parce que on va dire, si on veut faire carrière, si on est un peu ambitieux, voilà, on doit venir à Paris. Et donc, quelque part, on sacrifie tout un ensemble de choses. Moi, je suis journaliste. Voilà. Je ne peux pas être journaliste dans une autre ville. C'est impossible, tout est centralisé en France. En tout cas, journaliste dans les médias qui ne sont pas régionaux, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de rester à Paris et de vivre dans un espace très restreint. Et effectivement, c'est le cas de beaucoup de... C'est amusant c'est amusant. C'est intéressant de voir que les journalistes sont les premières victimes à la fois de cette centralisation et des prix de l'immobilier, et en même temps, les journalistes donc jeunes qui ont ce problème-là n'arrivent pas à faire passer leurs idées dans les médias, parce qu'en fait, c'est tenu par d'autres gens qui ne sont pas la même génération et qui, eux, n'ont pas forcément du tout le même ressenti. Ils ont acheté leur appartement dans les années 90 où c'était pas cher. Justement, voilà. J'allais y venir. On parlait hors antenne juste avant de ce clivage entre les générations. Vous refusez de cette guerre de génération. Pourtant, ceux qui ont investi dans l'immobilier, qui possèdent l'immobilier, la majorité de l'immobilier aujourd'hui en France, sont des personnes d'une autre génération qui ont pu investir, y compris nos parents, nos grands-parents, qui ont pu investir à moindre coût, qui aujourd'hui possèdent des biens qui valent une fortune. Et nous, on ne peut même pas rentrer dans ce marché-là. Donc, on a la sensation d'être lésés et que c'est injuste et que, finalement, les autres générations sont des privilégiés. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Déjà, j'aime pas trop le mot privilégié quand on parle de classe moyenne. Je pense que c'est pas un privilège, c'est juste de la chance qu'ils ont eue d'avoir pu acheter à un moment où les prix immobiliers étaient faibles. Mais plus spécifiquement, ce qui m'embête dans cette optique guerre de génération, c'est que on ne voit pas que d'abord tous les personnes âgées ne sont pas propriétaires. On a aussi encore des gens qui sont retraités, qui sont locataires, qui sont parfois en grande difficulté. On parle ici plutôt des classes moyennes et des classes supérieures. Mais au-delà de ça, le niveau des retraites, de mon point de vue, n'est pas un problème. C'est-à-dire que très vite, quand on commence à dire « c'est à cause des boomers », j'emploie l'expression à dessein, que les jeunes aujourd'hui vont mal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, sur la période 2008-2018, donc avant la crise du Covid, la croissance a été faible. Le revenu, le niveau de vie moyen des ménages français a augmenté de 0,82%, c'est-à-dire quasiment zéro, en 10 ans. Sur cette augmentation de zéro, il y a eu une augmentation de la part des retraites. Pourquoi il y a une augmentation des retraites ? Pas parce que les retraités sont plus riches, parce qu'en réalité, le niveau des retraites, il n'a quasiment pas augmenté. Seulement, il y a plus de retraités qui ont eu des carrières complètes, qui ont eu des meilleurs salaires. Parce que les retraités qui ont fait leur carrière dans les années, qui sont rentrés sur le marché du travail dans les années 60, et qui arrivent maintenant, ils ont 40 ans après, ils sont entrés en retraite en 2010, quelque chose comme ça, en 2000 et 2010, et donc ils sont toujours aujourd'hui retraités. Mais en fait, ils ont eu une meilleure vie que ceux qui sont rentrés dans la population active dans les années 40 et 50, parce que là-bas, c'était des salaires beaucoup plus faibles. Et donc, en fait, c'est un effet de structure, c'est-à-dire le fait que les retraités d'aujourd'hui ont eu des meilleurs salaires que les retraités d'hier, qui fait que le pouvoir d'achat global des retraités en général augmente. C'est juste qu'en gros, voilà. Mais
Mais pour tous ces retraités individuellement, la retraite a été une perte de pouvoir d'achat. Et cette perte de pouvoir d'achat, en fait, elle est indéfinie, parce qu'ils ne vont pas voir leur retraite augmenter. Elle va être à peine indexée sur l'inflation pendant les prochaines années. Donc, on ne va pas leur enlever encore davantage ces retraites. Mais sans parler des retraites, c'est vraiment la question aussi de l'immobilier. Vous l'avez précisé, toutes les personnes de la génération précédente ou celle d'encore avant ne sont pas propriétaires, mais tout de même, ils sont là, ils représentent la majorité des propriétaires. Et on a l'impression qu'ils ont quand même effectivement de la chance par rapport à nous qui ne pouvons pas accéder aussi facilement à la propriété. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de ce côté-là ? Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que les personnes qui ont pu acheter dans les années 80-90 sont avantagées par rapport à celles qui... Alors, celles qui ont encore plus eu de la chance sont celles qui ont acheté dans les années 70, parce que l'inflation a totalement mangé leur coût de l'emprunt. Donc, ils ont été doublement gagnants. Et bon, c'est vrai. Après, ils ont eu de la chance. Bon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir de la chance. Peut-être que cette génération aura aussi de la chance à d'autres moments. Est-ce que vous comprenez que ça puisse agacer quand on entend des éditorialistes sur des plateaux télévisés qui ont aujourd'hui peut-être 60 ans et qui expliquent que les jeunes ne se bougent pas et que c'est une génération de fainéants, alors qu'eux ont bénéficié de tous ces avantages. Encore une fois, sans tomber dans la facilité de la guerre des générations, c'est quand même des discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias. C'est eux qui entretiennent la guerre des générations. C'est eux. Moi, je suis choqué par ce qu'on dit sur les étudiants. Je ne cesse de dire, par exemple, les 18-25 ans se font énormément vacciner. Beaucoup plus que les, par exemple, 30-39. Et les gens Alors je dis, voilà, regardez, on a un public tout à fait particulier. Les 18-25 ans, en majorité, ils sont dans les études supérieures. Pourquoi ils se vaccinent ? Moi, mon sentiment, c'est parce qu'ils ont peur de se retrouver en confinement et de fermer les facs. Parce que ça a été terrible pour eux, cette année de fermeture des facs. Les gens sur Twitter disent, non, mais c'est parce qu'ils aiment faire la fête. Tout le monde voit le jeune comme un fêtard. Mais si c'était vrai, je suis désolé, les 25-30 ans et les 30-35, ils font aussi la fête. Tant qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sortent beaucoup. Et ils ont plus de pouvoir d'achat que les étudiants, donc ils font peut-être encore plus la fête. C'est pas ça. C'est pas des fêtards, les jeunes. C'est pas des jouisseurs, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui. Il y a une vision totalement biaisée, et ça, sans doute générationnelle. Et qui est entretenue par une partie des médias, qui est entretenue par certains discours qui sont relayés de manière assez récurrente sur ces jeunes qui feraient la fête en permanence en ne se souciant pas de leur avenir. Voilà, c'est ça. On a ce discours de jeunes qui sont soi-disant des fêtards, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui sont angoissées, qui travaillent dur, qui ont du mal, moi je le vois à l'université, qui ont du mal à s'insérer dans l'emploi, et qui, par ailleurs, essayent de mobiliser, de se battre aussi pour une vie meilleure, parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi toute la mobilisation qu'il peut y avoir chez les jeunes pour l'égalité, pour le climat, alors qu'il y a un je m'en foutisme des soixantenaires qui, soi-disant, reviennent de tout. Et c'est vrai, mais après, ces gens qui parlent dans les médias ne sont pas tous les personnes de plus de 60-70 ans. C'est une partie des gens qui sont aujourd'hui à la tête des médias, qui sont les éditorialistes, qui sont dans le fromage, si je puis dire, et qui se gavent, et qui sont très contents de pouvoir donner la leçon aux autres en expliquant qu'eux, ils ont mérité. Mais je ne crois pas qu'on puisse se baser sur quelques interventions médiatiques pour... dire que c'est un ressenti général. Et pour accuser toute une génération. Parce que je pense qu'il y a une énorme solidarité, on le voit dans la solidarité intrafamiliale. Ceux qui aident la jeunesse aujourd'hui, c'est les grands-parents. Les parents parfois peuvent pas, et c'est les grands-parents qui vont aider même à se loger une partie de la jeunesse étudiante et précaire. Et donc je trouve que opposer les jeunes et les vieux, c'est rentrer dans ce jeu de ces éditorialistes qui sont justement un discours anti-jeunes, parce que eux-mêmes peut-être ne sentent pas forcément mériter tout ce qu'ils ont. Mais au-delà de ça, il faut réfléchir au système qui produit ça. C'est-à-dire que c'est absolument pas normal que lorsqu'on a zéro croissance, ceux sur qui on fait peser la décroissance, parce qu'il faut que des revenus croissent pour des raisons démographiques, et normal que les revenus des retraités croissent. Et donc, qui va perdre des revenus ? Eh bien, c'est la jeunesse, c'est les moins de 30 ans. Ça, c'est pas normal. Mais c'est pas un problème de génération, c'est un problème de système. Mais alors, sans rentrer dans une approche trop manichéenne, à qui est-ce que ça profite, cette pseudo-guerre des générations ? Si je veux la réponse courte, ça profite aux capitalistes. Ceux qui ont le plus gagné dans la période 2008-2018, qui est une période
de croissance quasiment zéro. C'est les 10% les plus riches. Eux, ils ont vu leur croissance progresser, leur revenu progresser de 2,7%, c'est-à-dire plus de 3 fois la moyenne. Et parmi ces 10%, en réalité, il ne faut pas aller voir les 10%, il faut voir les 1%. En tout cas, le constat que vous dressez ici est quand même assez noir pour les générations à venir. Quelle solution face à ça? Est-ce que le pouvoir politique a des possibilités? Est-ce qu'on peut rattraper cette jeunesse dont le niveau de vie continue d'ailleurs de s'effondrer? Alors déjà, il faut penser à la fiscalité, qui est la première solution. Pas ma préférée, mais au moins pour penser les plaies. La fiscalité, ça veut dire simplement faire de la redistribution fiscale. On prélève davantage les riches. Par exemple, on revient sur la suppression de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune. On augmente un peu l'impôt sur le revenu, puis on redistribue aux ceux qui sont plus pauvres. Dès qu'on va redistribuer aux plus pauvres, on va redistribuer aux jeunes. C'est eux les plus pauvres aujourd'hui. Donc déjà, on peut penser à ça. Ensuite, il y a une solution qui a très bien marché pour favoriser le revenu des jeunes, entre 1998 et 2008, c'est la hausse du SMIC, qui a été très forte en France, plus forte que la moyenne des salaires, et qui explique que les catégories populaires, c'est les catégories qui ont le plus augmenté leur revenu entre 1998 et 2008, c'est plus 18% sur 10 ans. Non, mais là, on va vous dire que ça va augmenter le chômage, parce que du coup, les entreprises vont moins embaucher. Toutes les études disent que la hausse du SMIC n'augmente pas le chômage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays anglo-saxons, aujourd'hui, on augmente le SMIC. On refuse de le faire en France. On augmente très, très peu le SMIC. Alors même que Bruno Le Maire dit qu'il faut que les salaires augmentent. Alors pourquoi on n'augmente pas le SMIC? Pour des raisons idéologiques. Parce qu'on pense que la hausse du SMIC, ça va faire baisser les profits des entreprises. Et que l'objectif, c'est de maintenir les profits à un haut niveau pour être attractif. C'est ça, aujourd'hui, ce que veut faire le gouvernement. Mais de cette logique, elle s'applique au détriment des jeunes, si on vous suit. Totalement. Une grande partie des jeunes sont payés au SMIC, notamment quand ils cherchent du boulot, des petits boulots d'étudiants, évidemment. Les jeunes qui n'ont pas de qualification, ils sont payés au SMIC, ils sont quand même assez nombreux, qui sortent du système scolaire. Parfois, même, les boulots payés au SMIC peuvent être le tremplin pour un autre boulot. Donc, si on veut augmenter le revenu des jeunes, il faut augmenter le SMIC, ça c'est la deuxième solution. Après la fiscalité, troisième solution, il faut embaucher des jeunes. Moi, encore une fois, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de plan d'embauche du gouvernement pendant la crise Covid. On a dépensé des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards pour aider les entreprises, ce qui était nécessaire. Mais rien pour recruter des jeunes. Et je ne dis pas en faire des fonctionnaires, parce que tous ne veulent pas rester dans la fonction publique. Mais là, on a des gens qui sortent des universités, des écoles, et qui ne peuvent pas être recrutés. L'emploi privé s'est totalement arrêté pendant la crise 2020. Et c'était normal, on ne peut pas reprocher aux entreprises de ne pas recruter. L'État devait recruter des CDD, des contrats d'1 an, 2 ans, pour boucher le trou, en fait. Pour faire qu'au bout de 2 ans, ou 4, peu importe, mais il y avait de l'argent à faire, il y avait des besoins. Dans les écoles, il y avait des besoins pour faire respecter les mesures sanitaires, surveiller les cantines. Toutes ces choses-là, on ne l'a absolument pas fait. Dans les universités, on aurait bien aimé avoir des personnes recrutées, payées au moins au SMIC, voire plus, pour faire du tutorat, par exemple, auprès des étudiants qui avaient du mal. On leur a donné des séances de psychologie, des séances de psy. 2 ou 3. 5 séances gratuites. Ok, très bien, ça donne du boulot psy, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner des cours de soutien à l'école, au lycée, à l'université? Ça aussi, plein d'étudiants auraient pu faire ce boulot. Ça n'aurait pas été, évidemment, ce n'est pas leur carrière, mais entre ça et la misère. Alors, on a entendu des gens dire qu'il faut élargir le RSA aux 18-25 ans. Mais je n'étais pas très favorable à ça parce que je trouve que donner le RSA aux jeunes, ça n'allait pas leur remplir leur CV. Or, le problème de la crise de Covid, c'est un manque d'emploi. Donc, mais c'était proposé, ce RSA pour les 18-25 ans, comme une mesure d'urgence absolue. Oui, bien sûr. Mais l'urgence absolue, c'était que ces jeunes qui sortaient de leurs études puissent avoir un boulot. Et pour moi, c'était ça l'urgence. Parce que le trou du CV, il ne va pas disparaître vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ceux qui sortent avec leur diplôme en 2020 et qui ne trouvent pas de boulot, en 2021, quand ils vont continuer de chercher du boulot, on va voir tous les jeunes diplômés qui vont leur passer devant. Si on leur donnait un boulot, déjà, il y avait une première expérience professionnelle et là, ils maintenaient, si je puis dire, leur avance.
Donc le fait de ne pas avoir créé d'emploi pour les jeunes, je pense que c'est la chose, à mon avis, la plus grave, qui aura des conséquences sur cette génération pendant des années et des années. Donc de toute façon, dans sa manière d'aborder la crise, ce gouvernement n'a envisagé ni l'extension du RSA, ni la création d'emplois publics. Et pourtant, le président Emmanuel Macron est jeune. Il investit des plateformes. Oui, mais c'est le président le plus jeune qu'on ait eu. Il investit des plateformes pour les jeunes. Il aime s'adresser aux jeunes. On l'a vu à plusieurs reprises. Ouais. Il s'est même cet été exprimé à plusieurs reprises sur Instagram, sur TikTok. Il s'adresse à cette jeunesse. Il semble se préoccuper de cette jeunesse. Dans les faits, économiquement, est-ce qu'il s'occupe de sa jeunesse ? Mais moi, je pense qu'il s'occupe de la communication auprès des jeunes et que c'est pas du tout la même chose que mener une politique. On ne demande pas à un type qui fait le guignol sur les réseaux sociaux, on demande quelqu'un qui prenne une décision. Et les décisions, et qu'il a maintenu les revenus des ménages, qui étaient déjà des insiders, si je peux dire, des gens qui avaient un emploi stable. Il a maintenu les revenus des entreprises avec tout un ensemble de subventions, et il a laissé s'effondrer à la fois la qualité de l'éducation, notamment à l'université, et les revenus des jeunes. Et les emplois occupés par les jeunes ont été les premiers sacrifiés. Donc je pense que non, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas géré correctement cette crise, en tout cas du point de vue de la jeunesse. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, David Kayla. C'est la fin de cette émission. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à Blast sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Blast ne vit que des dons, alors si vous le pouvez, abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.